S'il vous plaît. Donc, je vais ouvrir la séance de ce conseil municipal. Je vais commencer par procéder à l'appel. Frey Max. Minutolo Marjorie. Carpentier Gilbert a donné procuration à Brigitte Calderon. Lamotte Diane. Beaumont Guillaume. Nodin Viviane. Chabot Pierre-Yves a donné procuration à Laurent Dias. Dales Martine. Morusi Coquelin Marie-Christine. Viette Anne-Marie. Beltrando Philippe. Domanico Evelyne. Oké Marina. Vandevoir Marc a donné procuration à Christine Legal. Calderon Brigitte. Legal Christine. Naissant Nathalie. Dias Laurent. Zoyo Sébastien. Bosselu Cyril a donné procuration à Viviane Nodin. Empagnatiello Nicolas a donné procuration à Philippe Beltrando. Coquilla Ludovic a donné procuration à Alexandre De Palma. Delot Virginie. De Palma Alexandre. Ansarguex Patrice. Gus Yannick. Sorini Aline a donné procuration à Yannick Gus. Et Fournet Théo. C'est qu'il va falloir qu'on s'habitue. Bon. Donc le quorum est atteint. Désignation du secrétaire de séance qui sera Philippe Beltrando dans l'ordre de la liste. Approbation du procès-verbal du 5 juin 2026. Y a-t-il des questions? Oui. Alors la première, ça fait déjà, je crois, la troisième fois, si ce n'est pas la quatrième. Le règlement mis à jour, nous ne l'avons toujours pas. Le QR code, vous n'avez pas répondu. Vous faites de l'obstruction ou je ne sais pas. On ne va pas vous poser... Le QR code est sur le site de la commune, mon cher ami. Non, mais le nôtre, quand on écrit dans le journal de la commune. Ouais. C'est le nôtre qu'on parle. Ce n'est pas le vôtre, bien entendu. Bon, essayez de répondre à la rentrée, s'il vous plaît. Non, mais le règlement est dans l'intérieur du QR code de la commune, c'est ce que je veux vous dire. Ah, le règlement. Donc le vôtre, on va remédier à ça, mais déjà le règlement, le QR code de la commune, elle dispose à l'intérieur du règlement intérieur. Donc il n'y a pas d'entrave à l'opposition, je vous rassure. Si je devais faire entrave, je ne le ferais pas sur un QR code, je vous le dis. D'accord. Tu as quelque chose à dire? Oui. J'avais demandé pareil, nous n'avons toujours pas les réponses sur les sommes qui étaient donc sur le budget concernant les divers et autres. Vous m'avez dit la dernière fois, ça arrive, on était un peu débordés, ça arrive. Ça arrive, on est toujours débordés, mais on va vous donner toutes les informations nécessaires. Voilà, au bout d'un moment. Je voulais revenir aussi sur la taxe foncière, puisque vous avez dit la dernière fois qu'on n'avait pas compris que c'était seulement sur les propriétés non bâties et les résidences secondaires, donc justement. J'ai là ici la délib 15-2025 qui a été votée l'année dernière, donc qui était à 32,11. Et donc la délib 35-2026 qu'on a fait cette année et qui passe à 35,11. Donc on a bien un +3. +3, tout à fait. La dernière fois, vous nous avez dit que non, il n'y avait pas d'augmentation. Ouais. Donc c'est une augmentation qui est relativement marginale par rapport à ce qu'on aurait pu augmenter. Donc ce qu'on a cherché justement, c'est à rééquilibrer le côté, ce que je vous ai dit l'autre jour, les résidences secondaires et aussi les logements vacants qui sont malheureusement aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans la commune. Donc la question était, on a augmenté de 3 points. 3 points à l'échelle de la commune, ça représente vraiment pas grand-chose. Je crois que c'est sûr que ça fait un surcoût pour les administrés de Roquefort-la-Bédoule, mais à 3%, on reste toujours dans la strate bien en deçà de ce qu'on pourrait être. Pourquoi on n'a pas augmenté la taxe foncière, puisqu'on aurait pu l'augmenter? Le problème est toujours le même. La métropole qui nous avait annoncé à cette époque et pratiquement au même moment une augmentation qui devait être d'environ 200 € par foyer.
et pour lequel on a préféré jouer la prudence sur les finances de la commune. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, sur le trait d'union, page 20. La quoi, là? Pardon? Le trait d'union, page Oui. 20, vous avez omis de me citer comme opposition. Alors, de 3, nous sommes passés à 2. Alors, c'est... Aïe, 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 je le savais. Mais bon, c'est pas moi qui dirige l'imprimante. Et je ne suis pas non plus l'imprimeur. Donc, il y a eu une petite coquille à ce niveau. Désolé que ça tombe sur vous. Vous allez finir par croire que je vous en veux. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, quand j'ai lu le trait d'union, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une erreur. Et j'en suis désolé. Et je m'en excuse pour l'équipe qui a conçu ce journal. Ce qui n'était pas le cas, puisque votre nom est parti chez l'imprimeur. Mais il est revenu, ça. Peut-être vous avez un contentieux à l'imprimeur, je ne le sais pas, mais à ce jour, ce n'est pas volontaire. Voilà. Vous leur demanderez qu'ils fassent un erratum pour le prochain, s'il vous plaît. Si, bien sûr, si c'est que ça, on le fera bien volontiers. Et le prénom, c'est Yannick en entier, c'est pas Yann. Oui, voilà, il y a eu une coquille à ce niveau. Sur 3 élus, quand même, deux. Vous avez choisi le mauvais ça camp. vous plaît pas, mais bon. Parce que vous avez choisi le je l'ai mauvais dit. camp. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Bon, y a-t-il d'autres questions? Qui est contre le procès-verbal? Qui s'abstient? On peut le voter comme ça? Ah ouais. Il en manque un. C'est quelqu'un qui doit disposer d'une procuration. Pierre-Yves Chabot. Le procès-verbal est adopté. Présentation des décisions prises par Monsieur le maire en délégation du conseil municipal. Délibération 18-2026, renouvellement d'une concession dans le cimetière communal numéro 1074. Décision 19-2026, signature d'un contrat de cession avec la SAS Live Concept Production pour la représentation du concert Contrast Tour 2026 du dimanche 21 juin de 21h à 23h30 sur la place du marché. Décision 20-2026, signature d'un contrat de cession avec la société Trutz Web SASU pour la mise en place d'une billetterie en ligne des spectacles culturels de septembre 2026 à août 2027. Décision 21-2026, signature d'un contrat de cession avec l'association Silla Production pour la représentation du concert du dimanche 21 juin de 19h30 à 21h30, place Charles de Gaulle. Décision de 22-2026, signature d'un contrat de cession avec la société Concept Spectacle Production pour la diffusion du feu d'artifice qui aura lieu le samedi 12 décembre 2026 à 18h30 sur le parvis de l'école maternelle. Décision 23-2026, délivrance d'une concession dans le cimetière communal sous le numéro 1053. Ordre du jour, délibération numéro 48-2026, autorisation annuelle de recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents ou non permanents. Rapporteur Brigitte Calderon. Merci, Monsieur le maire. Considérant qu'en prévision de la période estivale, de congés pour raisons de santé et autres, de besoins de continuité du service ou de vacances d'emploi non pourvus par un fonctionnaire, il sera nécessaire de renforcer les services et la collectivité conformément au Code général de la fonction publique sur des emplois permanents et non permanents. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par les articles du Code général de la fonction publique cités ci-dessus. Article 2. Que la dépense est inscrite au chapitre 012 du budget primitif 2026. Y a-t-il des questions? Passage au vote.
adopté à l'unanimité. Délibération 49-2026, modification du tableau des effectifs des emplois permanents et non permanents. Rapporteur Brigitte Calderon. Il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Par conséquent, pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions, Monsieur le maire propose des créations suivantes. L'emploi permanent d'un agent de bibliothèque scolaire de l'école élémentaire dont les missions sont les suivantes. Gestion administrative, sélectionner et acquérir des documents, livres en fonction des besoins et des attentes. Cataloguer les nouvelles acquisitions, les recouvrir et mettre à jour le catalogue de la bibliothèque BiblioBoost. Classer et organiser les documents afin de les rendre accessibles et utilisables. Préparer en début d'année les groupes de classe sur le logiciel BiblioBoost. Préparer en début d'année les cahiers de bibliothèque et les abonnements Max de l'école de loisirs. Ranger les livres qui ont été lus pendant le temps périscolaire et pendant les temps d'animation. Programmer le désherbage. Animation, prêt de livres sous forme d'ateliers sur les temps d'animation, diriger des groupes de lecture selon les projets de classe et ou thématiques travaillées dans l'école élémentaire du CP au CM2. Trouver des lectures adaptées aux projets et aux classes en collaboration avec l'équipe enseignante. Niveau de recrutement catégorie C. Niveau de rémunération et grade, cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine et des bibliothèques. Diplôme niveau 4. Durée hebdomadaire, 24 heures en raison de la création de la 14e classe depuis 2025. Date d'effet au 1er septembre 2026. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel sur la base des articles L332-8 ou L332-14 du Code général de la fonction publique, dont le traitement sera calculé par référence à l'échelon. L'emploi permanent d'adjoint au chef de service opérationnel de la police municipale, dont les missions sont les suivantes. Prévenir et maintenir l'ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Rechercher et relever les infractions. Rédiger et transmettre les écrits professionnels. Accueillir et informer le public. Assurer des permanences opérationnelles et organisationnelles du service de police municipale. Rédiger des écrits en matière d'urbanisme, gérer des licences de débit de boissons, suivre le déploiement et la maintenance du système de vidéosurveillance de la commune, suivre l'entretien du parc des véhicules et des motos. Niveau de recrutement catégorie B, niveau de rémunération et grade, cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, diplôme niveau 4, durée hebdomadaire 35 heures, date d'effet 1er septembre 2026. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Créer un emploi permanent de gestionnaire de bibliothèque d'une durée de 21 heures hebdomadaires, 24, suivant le profil de poste ci-dessus. Créer un emploi permanent d'adjoint au chef de service opérationnel à temps complet, suivant le profil de poste ci-dessus. Article 3. Mettre à jour le tableau des effectifs, conformément à l'annexe numéro 3. Article 4. Dire que la dépense est inscrite au chapitre 012 du budget primitif 2026. Y a-t-il des questions? Monsieur Gus. Oui, juste sur la police municipale, on en est où aujourd'hui au niveau effectif? Parce que sur le tableau des effectifs, il y a tous les postes, mais c'est pas tous les postes ne sont pas pris. Alors, on a deux ASVP et on a 4 policiers municipaux. Aujourd'hui, dans l'effectif, dont un qui est en formation et qui devrait terminer sa formation dans les mois qui viennent, et 2 qui sont formés, qui sont opérationnels, puisqu'ils sont là depuis un petit moment. Et nous avons Fred, qui est aujourd'hui le chef de la police municipale, mais qui a quelques restrictions par rapport à la maladie qu'il a eue. Voilà. Donc l'effectif aujourd'hui, c'est 4 policiers municipaux et 2 ASVP qui sont aujourd'hui dans le poste de police de Roquefort-la-Bédoule. Et juste au niveau des permanences, c'est quoi les horaires? Les horaires, ils commencent le matin, ils font 7h, 13h et 13h, 20h. 20h 19h.
19 heures. 6 jours sur 7 avec 5 jours sur 7 avec une astreinte qui est payée une astreinte le week-end. Ok, merci. D'autres questions? Passage au vote. Délibération 50-2026, rapport annuel technique et financier du titulaire de la concession du service public de la restauration collective. Rapporteur Marina Oquet. Merci, Monsieur le maire. L'article L. 3131-5 du Code de la commande publique prévoit que le délégataire produit chaque année à l'autorité concédante un rapport comportant notamment des comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité de service. Ce rapport permet à l'autorité concédante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Le rapport ci-joint, remis par la société Sodexo, titulaire de la concession du service public de la restauration scolaire, met en évidence plusieurs actions menées pendant l'année. Le conseil municipal doit donner acte à Monsieur le maire de la présentation de ce rapport. Est-ce que je donne quelques informations sur ce rapport? Non, ben c'est un rapport, le rapport de délégataire. Non, C'est bon. Vas-y, continue. Les questions, on les prendra après, à la fin. Ah oui, oui, oulala, j'ai cru que j'étais au bout. Excusez-moi. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Donner acte à Monsieur le maire de la présentation du rapport annuel établi par Sodexo, titulaire du contrat de concession du service public de restauration collective. Y a-t-il des questions sur le sujet? Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 51-2026, attribution de la concession de services publics relative à la gestion du service public de restauration scolaire municipale. Alors, je vais vous donner quelques explications, puis je donnerai surtout la parole à M. Roux, qui est l'assistant maître d'ouvrage qui nous a assisté depuis le début, pour faire une synthèse, parce que c'est un sujet qui est lourd à porter, une synthèse, puisqu'il y a eu la commission d'appel d'offres dont a participé M. Ansargues, sur le sujet de l'école de la cantine et renouvellement de la cantine scolaire. En 2024, devait être renouvelée la DSP de la cantine scolaire. Nous avons décidé de reporter de 2 ans le renouvellement pour des raisons simples. La première était le chevauchement avec la campagne électorale. Et le deuxième, c'était la construction de la nouvelle école pour laquelle il fallait qu'on soit certain de réussir aussi l'emplacement définitif et aussi choisir l'emplacement définitif de la restauration scolaire dans l'ancien bâtiment ou dans le nouveau. Donc on s'est donné le temps, puisqu'on en avait la possibilité. Il faut savoir qu'on a pu bénéficier d'une année de renouvellement suite à la situation Covid de 2021 et aussi d'avoir, comme tous les contrats de délégation de services publics, toujours la possibilité de bénéficier d'une année de report si c'est justifié, pour expliquer simplement que dans des décisions, il peut y avoir un moment donné où on puisse bénéficier d'ajustements. Au sortir de cette décision qui a pu être prise et pour laquelle le conseil municipal à l'époque avait été saisi, nous avons donc choisi de travailler, de confier en partenariat avec la commune à un assistant maître d'ouvrage qui est ici présent, M. Roux, qui représente la société Progressel, qui est spécialisé dans le renouvellement des cantines de la restauration scolaire, pour lui demander d'établir un cahier des charges qui soit légère, certainement plus le même ce qu'il avait été de 2017 à 2026, sur lequel nous avions payé des pénalités aussi après la période de Covid pour des repas non effectués. Donc on s'était retrouvé à payer des pénalités qui m'ont paru injustes
parce que nous n'étions pas responsables de la situation sanitaire de la France. Et donc, on a été condamné. On a été obligé de payer puisque c'était inscrit sur le cahier des charges précédent. Monsieur Roux, après étude, puisqu'on lui avait demandé d'étudier toutes les possibilités qui s'offraient à nous, la régie, gérée par la municipalité en direct, et les autres formes de contrats qui aujourd'hui n'existent pas beaucoup d'autres que la délégation de service public. Sauf qu'avec le passage en régie, nous n'étions pas capables de gérer l'absence d'un cuisinier, par exemple. Il aurait fallu au pied levé trouver un cuisinier et c'est pas évident de trouver des cuisiniers. Donc on a choisi de rester dans la délégation de service public. Délégation de service public avec une répartition qui était beaucoup plus technique que financière, à savoir qu'on a choisi 60% de technicité, 40% sur le prix, pour éviter de faire une restauration scolaire low cost. Donc à partir de là, 80 points ont été établis. Et là, je vais laisser la parole à M. Roux qui va expliquer un peu le déroulement de ce qui a pu se passer durant cette période. Pardon. Merci, Monsieur le maire. On parle d'une concession de 5 ans dont le démarrage est fixé au 1er septembre 2026. Donc, un cahier des charges dans le cadre du DCE a été publié le 28 novembre 2025 avec une date limite fixée de remise des offres le 5 janvier 2026. Une visite a été proposée à tous les candidats qui souhaitaient participer à la consultation. 2 entreprises se sont portées présentes à cette visite, qui étaient la société Elior et la société Sodexo. Les deux mêmes sociétés ont déposé une offre et qui était dans les délais. Et l'ouverture des offres s'est déroulée le 12 janvier. Et chacune des offres et des candidatures était conforme. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, à partir de là, on a procédé à une analyse. L'analyse a été effectuée sur la partie technique et sur la partie financière, conformément au règlement de la consultation et aux exigences que vous avez eues dans votre cahier des charges. Cette analyse a donné lieu également à des séances de négociation où nous avons rencontré les 2 candidats dans le respect du Code de la commande publique et de l'égalité. Et nous avons mené avec ces 2 candidats des négociations à l'issue desquelles ils ont pu apporter des réponses complémentaires et nous livrer une offre finale. Donc l'analyse sur la partie technique. La partie technique se décomposait en plusieurs items qui étaient la qualité de l'assiette, la qualité du service, les moyens humains, la sécurité alimentaire et le suivi, les locaux et le matériel et le développement durable. L'ensemble des différents items étaient notés sur 424 pour obtenir une note sur 60. C'est le candidat Elior qui a obtenu la meilleure note le meilleur total de points de 420 et la meilleure note de 55, face au candidat Sodexo qui a obtenu 407 points et la note de 53,781. Les 2 candidats ont répondu avec des offres assez similaires, tout du moins sur tout ce qui était organisation. Le candidat Elior s'est différencié, ce qui lui a valu d'obtenir la meilleure note sur la partie vraiment technique, conception des menus et fabrication des repas, où il a été vraiment relevé une part plus importante d'engagement, à savoir par exemple sur les produits labellisés qui concernent la loi Egalim, si vous en avez déjà entendu parler. Donc les produits labellisés peuvent être des produits AOP, AOC, HVE, IGP, dont les produits bio sont comptabilisés à l'intérieur. Le candidat Elior s'engage sur 36% de produits labellisés et le candidat Sodexo sur 19,7%. Et la partie de produits bio qui vient s'ajouter pour le candidat Elior est de 40% au niveau de l'engagement et pour Sodexo était de 30,30%. Donc on a un engagement qui a été évalué plus fort chez Elior au niveau de la loi Egalim et qui est également supérieur au niveau des exigences des 50% de la loi. Également sur les produits locaux, le candidat Elior a vraiment démontré un réel partenariat avec des producteurs de la région et s'est montré également ouvert demain à élargir ce partenariat en fonction des propositions que pourrait faire la collectivité pour améliorer encore la qualité de ces repas. Les menus, comme je le disais, ont été jugés de meilleure qualité
est mieux préparée chez le candidat Elior que chez le candidat Sodexo. Ensuite, pour toute la partie moyens humains, organisation, sécurité alimentaire et locaux et entretien, les deux candidats ont répondu avec des offres qui étaient très proches l'une de l'autre. Et sur la partie développement durable, Elior s'est différencié de Sodexo puisqu'ils ont proposé la labellisation de votre cuisine en EcoCert niveau 2. Ce qui veut dire que, si vous voulez, les engagements qu'ils ont pris d'un côté, ils s'engagent à les prendre, mais surtout, ils vont les faire certifier par un organisme externe qui viendra labelliser votre cuisine. Et ils ont intégré cette démarche dans le coût des repas. Là où la question a été posée à Sodexo, c'était 1, Sodexo ne pouvait pas aller jusqu'à une labellisation 2, et ensuite, le coût de la labellisation était un supplément qui aurait dû être supporté par la collectivité. Sur la partie financière, le candidat Sodexo a obtenu la meilleure note avec un total pour une année de marché de 562 069,26 face au candidat Elior qui a proposé 564 186,40. Dans ce positionnement, le candidat Sodexo obtient donc la meilleure note de 40 et Elior a obtenu la note de 39,85. En total de la partie technique et de la partie financière, c'est le candidat Elior qui termine en première position avec une note de 94,85, suivi du candidat Sodexo qui obtient une note de 93,781. Voilà pour l'analyse. Et donc aujourd'hui, il vous est demandé de valider et confirmer le choix du candidat Elior comme futur concessionnaire de votre marché de la restauration. Juste pour revenir sur l'histoire, nous étions, depuis des années avec la société Sodexo qui pour des raisons historiques, était délégataire de la cantine. Alors les deux candidats, pour avoir assisté à toutes les réunions, ont eu les chances de pouvoir répondre aux exigences de la commune. Aujourd'hui, la mise en place d'un cahier des charges avec un assistant maître d'ouvrage nous a permis aussi de pouvoir écrire ce qu'on souhaitait qu'il soit écrit à l'intérieur. Et c'est surtout les produits locaux qui ont, pour moi, fait la différence, puisqu'aujourd'hui, la société Elior a un système de fonctionnement avec des petits producteurs des Bouches-du-Rhône et des communes limitrophes. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un camion qui prélève chez les agriculteurs et 24 heures après, les produits sont dans les cantines de restauration scolaire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'engagement qu'on a pu prendre auprès des petits producteurs nous permet aussi de contribuer à l'avenir aussi de notre agriculture, surtout par rapport au Mercosur et autres. Il fallait être vigilant de tout ça. Sur le prix, comme vous avez pu l'entendre, c'est pas forcément Sodexo qui est le moins cher, mais c'est marginal puisque il y a 2 000 € sur l'ensemble du projet. Et de surcroît, nous allons garder M. Roux avec nous, qui sera aussi intégré dans la délégation de services publics, pour qu'il puisse assurer les contrôles que nous devons nous effectuer, mais nous ne sommes pas toujours compétents dans tout, or que M. Roux, lui, connaît bien ce métier, puisque c'est un professionnel, et savoir d'avoir la traçabilité des produits qui sont mis dans les assiettes de nos enfants, et aussi la gestion et le suivi de tout ce qui est mobilier de la cantine dont ce mobilier dépend du délégataire. Voilà. Donc le choix s'est porté sur Elior. Un choix qui a été... Moi, je ne connais pas la société Elior, je ne suis pas du tout spécialiste dans la restauration scolaire. Renseignements pris auprès des maires qui ont des contrats ou qui sont aujourd'hui liés à la société Elior. Ce sont des professionnels. C'est plus ancien, comme c'est un groupe, d'après ce que j'ai appris, qui est plus ancien que Sodexo. Oui, originaire. Après, ils ont grandi au fil des années, mais vous avez deux sociétés qui sont assez proches l'une de l'autre, avec une différence plus orientée, on va dire mondiale pour le groupe Sodexo, et le groupe Elior qui est plus recentré sur la France, puisque en fait Elior a été racheté par le groupe de Richebourg il y a maintenant 4 ans.
Et donc le groupe de Richebourg a vraiment voulu remettre la restauration en France et marquer justement ce retour quelque part aux origines et au traditionnel. La question que nous avons posée, c'était aussi l'avenir du personnel qui travaillait à l'intérieur de la restauration scolaire, puisqu'il y a effectivement du personnel qui est appelé à changer d'employeur, hein, puisque aujourd'hui, dans ce monde de la délégation des services publics, c'est ce qui se passe assez couramment, puisque aujourd'hui, les gens changent souvent d'employeur, puisque les contrats sont assez vivants, on va dire ça comme ça. Voilà. Nous, ce qu'on avait besoin, c'est de savoir s'ils étaient le personnel qui allait être transféré chez Elior, rester sur place ou allait être déplacé, puisque ça pouvait être le cas aussi. Donc on a l'engagement, et de toute façon on est tenu par le Code du travail, puisqu'il y a l'article 1224 du Code du travail qui dit que de toute façon on est obligé de reprendre le personnel, à condition qu'ils le souhaitent. Ils sont aussi libres de choisir de rester chez Sodexo si certains d'entre eux le souhaitent. Voilà. Donc on a toutes les garanties qui font qu'aujourd'hui, au moins de ce côté-là, le personnel est préservé. Le choix que nous avons fait, c'est un choix de qualité plus que de prix, puisqu'on aurait pu négocier sur un prix. Donc on espère que l'aventure avec Elior sera à la hauteur des engagements qu'ils ont pu prendre avec nous. Tout en sachant que si demain on ne choisissait pas Elior par rapport à Sodexo pour une raison qui nous est propre, qui nous serait propre, ça nous poserait un problème puisque nous serions obligés de nous justifier auprès de Elior en disant pourquoi on m'a choisi alors que j'ai fait une meilleure offre. En fait, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc la question aujourd'hui, la délibération, je vais être obligé de vous la lire. Il y en a pour un moment, mais voilà. Donc vous avez compris le principe. C'était fait en toute transparence. On a reçu les entreprises qui sont souhaitées répondre à l'appel d'offres, 2 sur le nombre qu'il en existe, à condition que nous, les entreprises qui étaient là, puissent respecter, puisqu'on ne voulait pas de plats cuisinés à l'extérieur, on voulait maintenir notre cuisine centrale. Donc ça a été un débat qui a été clos d'entrée, et ça nous a permis, et ça nous permet d'avoir, je l'espère, une cantine de qualité. Sur ce sujet, je voudrais quand même en profiter pour remercier Monique Anzalone qui a mouillé la chemise puisqu'elle a contribué aussi professionnellement puisqu'elle est bien dedans, et Marina Hockey qui a suivi ce dossier et qui, croyez-moi, pour faire des délégations de services publics, celui-là n'est pas simple. Voilà. Y a-t-il des questions ? Oui. Alors j'ai une remarque. Bon, pour le choix, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Monsieur le maire. Si vous n'en parlez pas aujourd'hui, vous n'en parlerez plus jamais. Je vais vous le détailler. Oui. Nous allons nous abstenir au motif d'une difficulté de procédure avant que le conseil municipal se prononce sur le projet de la délégation de service public. Nous souhaitons soulever un problème de procédure. Le conseil municipal représentant l'opposition, régulièrement désigné pour siéger au sein de la commission compétente chargée des délégations de services publics, n'a pas été convoqué à la première réunion au cours de laquelle il a été procédé à l'ouverture des plis. Cette omission a privé le membre de la commission de son droit de participer aux travaux et est susceptible d'avoir porté atteinte aux garanties de transparence et de régularité de la procédure. En conséquence, je vous demande de confirmer qu'aucune convocation n'a été adressée à ce membre pour cette première réunion, d'indiquer les raisons de cette absence de convocation, de préciser si la commune considère que cette irrégularité est sans incidence sur la validité de la procédure et, le cas échéant, sur quel fonctionnement juridique, de communiquer au conseil municipal le procès-verbal de la commission, les convocations adressées à ses membres ainsi que la feuille d'émargement de présence. À défaut de réponse satisfaisante, il sera considéré que le conseil municipal ne dispose pas de toutes les garanties nécessaires pour délibérer en toute sécurité juridique sur cette délégation de service public.
Je demande que la présente intervention et les réponses qui y seront apportées soient intégralement retranscrites au procès-verbal de la séance. Nous nous réservons enfin le droit d'exercer tout recours utile, notamment d'en informer le préfet des Bouches-du-Rhône, afin de faire contrôler la régularité de cette procédure devant le tribunal administratif. Alors déjà, avant de parler d'irrégularité, il faut savoir de quoi vous parlez. Vous confondez réunion de travail, pour laquelle, dans toutes les délégations de services publics, ne sont pas conviés les partis politiques et surtout pas l'opposition. Par contre, dans les réunions officielles, vous avez été conviés à chaque fois. Il n'y en a eu que 2, il n'y en a pas eu 50. Donc il y a eu... Le 12 janvier. Non, non. Ah. Donc L'analyse des offres, c'est une réunion de travail. Et la réunion officielle, vous avez été conviés à chaque fois aux réunions officielles. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est de dire que dans ce débat-là, il aurait pu y avoir des irrégularités concernant le sujet. Mais avant de parler d'irrégularités, renseignez-vous comment fonctionnent les délégations de services publics. Maintenant, déposez un recours au monsieur le préfet. Ça sera pour moi un plaisir de recevoir l'avis de monsieur le préfet parce que tout a été respecté. Vous savez, je vais vous dire une chose, il faut arrêter de croire que vous êtes indispensable dans tout. Aujourd'hui, vous êtes à la place qui est la vôtre, c'est-à-dire vous avez perdu les élections, vous n'avez pas le pouvoir de diriger, on a fait ce qu'il fallait, nous on s'est bordé au maximum pour éviter toutes les dérives, et là vous êtes en train de laisser entendre qu'on n'ait pu à quelque moment que ce soit procéder à des irrégularités. Donc je ne vous répondrai plus sur les questions que vous posez. On va vous envoyer les dates à laquelle vous avez été conviés, d'accord ? Dans les règles, puisque vous étiez à la dernière aux 2 réunions, je vous ai vu puisque j'y étais. Donc je vous ai vu, vous n'avez pas posé de questions. Donc à partir de là, maintenant, si vous parlez d'irrégularité, ben faites ce que vous avez à faire auprès des services de l'État. L'État est là pour juger. Voilà. OK. Donc on est bien d'accord. On est bien d'accord sur une chose. Je n'ai pas participé à l'ouverture des plis parce que vous ne m'avez pas invité, n'est-ce pas? Mais les personne, s'il n'y a pas Ansargues, d'opposition, monsieur le maire, s'il n'y a pas d'opposition, vous faites ce que vous voulez. Mais personne ne fait ce qu'il veut. L'ouverture des plis sont des réunions de travail pour lesquelles l'analyse est faite par l'assistant maître d'ouvrage qui nous présente le résultat de ce qu'il a vu. C'est un travail qu'on mène depuis 6 mois et pour lequel on n'associe pas la moitié de la terre entière parce que ça ne regarde... La seule décision qui a pu être donnée suite à tout ça, c'est la commission d'appel d'offres que nous avons réunie et dont vous étiez présent et pour lequel on vous a présenté le résultat de ce qui avait été fait par les uns et par les autres au niveau prix, au niveau tarif. Les négociations, vous ne pouvez pas, enfin, vous n'avez pas à participer les élus qui sont là autour de la table n'ont pas participé non plus à ces réunions. J'en sais rien. Non, mais moi je vous le dis. J'y étais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Écoutez, on va couper court à la conversation. De toute façon, vous avez décidé. Les élus, il y avait Marina Hoquet et moi. Et comme agent administratif, il y avait Monique Enzalon. C'est tout ce qu'il y avait autour de la table. Donc à partir de là, il n'y avait ni Marjorie, ni Diane Lamotte qui sont concernés pourtant par les repas, puisque l'une est adjointe au scolaire et l'autre à l'animation. Donc il y a des repas, mais il en était, et Virginie Delot non plus n'y était pas, qui est aussi élue auprès de la petite enfance et donc de la crèche. Donc à partir de là, si vous souhaitez vraiment aller déposer le recours, c'est bien, déposer. Voilà, vous faites... si vous me le conseillez, je vais le faire. Ben faites-le. Je me ferai un plaisir de répondre à monsieur le préfet. Eh bien, OK. Voilà. Eh bien, okay. puisque vous proposez la chose, ça sera fait. Non. On va couper court à la conversation. Donc, je vais vous lire quand même, voilà, puisque maintenant, c'est quand même dramatique de voir ça. Donc, je vais lire excusez-moi, mais je vais relire, puisque si maintenant on a des doutes sur le sujet, voilà. Donc, par délibération du 20 juin 2025, il y a eu une délibération du conseil municipal a approuvé le principe de recours à une délégation de services publics pour l'exploitation du service de la restauration scolaire conformément aux dispositions des articles L.
1411-1 suivant le Code général des collectivités territoriales ainsi que les dispositions du Code de la commande publique relatives aux contrats de concession. En application de cette délibération, une procédure de mise en concurrence a été engagée dans le respect du principe de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Afin d'accompagner la collectivité dans la conduite de cette procédure, un assistant maître d'ouvrage AMO a été missionné pour apporter son expertise technique, juridique et financière. Il a notamment assisté la collectivité dans l'élaboration du dossier de consultation, l'analyse des candidatures et des offres, ainsi que dans la conduite des négociations avec les candidats admis à présenter une offre. Conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 et suivant le Code général des collectivités territoriales, la commission compétente a procédé à l'examen des candidatures et des offres. À l'issue de cette phase et après analyse approfondie des propositions au regard des critères définis dans les documents de la consultation de l'offre présentée par la société Elior, est apparue comme la mieux à même de répondre aux attentes de la collectivité. Cette appréciation repose notamment sur la qualité technique de l'offre, des garanties apportées en matière de continuité et de qualité de service public, la pertinence du projet d'exploitation, les engagements proposés en matière d'investissement et de performance, ainsi que sur les conditions économiques et financières du contrat. En application de l'article L. 1411-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire soumet aujourd'hui au conseil municipal le choix du délégataire ainsi que le projet de convention de délégation de service public en annexe 5, accompagné du rapport final d'analyse des offres, annexe 6, présentant les motifs de ces choix. Il est donc proposé le projet de délibération suivante. Article 1, approuver le choix de la société Elior en qualité de concessionnaire du service public de restauration scolaire et municipale de la ville de Roquefort-la-Bédoule pour la période courant du 1er septembre 2026 au 31 août 2031. Article 2, approuver le rapport de Monsieur le maire présentant les motifs des choix du concessionnaire ainsi que l'économie générale du contrat. Article 3, approuver le contrat de concession de service public relatif à la gestion de services publics de restauration scolaire et municipale ainsi que l'ensemble de ses annexes. Article 4, autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de concession avec la société Elior ainsi que tous les actes et documents nécessaires à son exécution. Article 5, autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Passage au vote. La délibération est approuvée. Délibération 52-2026, création des commissions municipales et désignation de leurs membres. Conformément à l'article 21-21-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles émettent un avis et peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent à régler par ses délibérations les affaires de la commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de précision sur l'organisation de leurs travaux. Ces commissions ne sont composées que de conseillers municipaux. Elles peuvent être permanentes ou constituées pour une durée limitée à l'étude d'un dossier. Il appartient au conseil municipal de déterminer le nombre de membres de chacune des commissions créées et d'en élire les membres. Elles sont convoquées par Monsieur le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination ou, à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Conformément à l'article L. 21-21-21
Le vote par désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le Conseil en décide autrement à l'unanimité. Ainsi aussi, il est proposé de créer 5 commissions municipales dont le nombre de membres sera de fonction des thématiques. 1. Le cadre de vie, sécurité, proximité, commerce, attractivité, économie et tourisme. 2. Environnement, santé, solidarité, cohésion sociale. 3. Finances communales. 4. Culture, jeunesse, sport, vie associative et événements. 5. Éducation, nouvelle école, restauration scolaire. Il est demandé à l'Assemblée de ne pas recourir au scrutin secret pour la détermination du nombre de membres de chaque commission, la nomination des représentants au sein de chacune des commissions. Est-ce que vous acceptez le passage aux mains levées ou vous voulez passer donc faire un vote électronique, bien sûr, parce que donc nous allons passage au vote, donc on va passer au vote. À constituer les commissions à l'issue du vote, il est donc proposé un projet de délibération ci-dessous. Constituer les commissions municipales, article 1, code cadre de vie, sécurité, proximité, commerce, attractivité, économie, tourisme, 8 membres. On vote cette première commission si vous le voulez bien. Il en manque un. C'est bon. Adopté à l'unanimité. 2. Environnement, santé, solidarité, cohésion sociale, 7 membres. Adopté à l'unanimité. 3. Finances communales, 6 membres. C'est bon? Alors 4, culture, jeunesse, sport, vie associative et événements, 8 membres. Chaque fois, vous avez le tableau qui est joint. Il en manque un. Hein? Pardon, je crois que j'avais cliqué trop vite. 5. Éducation, nouvelle école, restauration scolaire, 8 membres. Voté à l'unanimité. Donc les 5 commissions ont été votées à l'unanimité et donc il a été décidé au titre de l'article 21-21-21 du CGCT de ne pas procéder à un vote à bulletin secret pour la détermination des membres de chaque commission et la nomination des représentants au sein de chacune des commissions. Désigner les membres des 5 commissions selon le principe de la représentation proportionnelle des élus au sein de l'Assemblée communale, le maire étant président de droit des commissions municipales.
Dire que ces commissions se réuniront sous huitaine pour élire le vice-président. Donc on ne vote plus là. Ah oui, il faut voter la délibération globale maintenant. Adopté à l'unanimité. Délibération 53-2026, approbation d'un protocole transactionnel mettant fin au litige opposant la commune à la société Charpentier de la Corse, dans le cadre du marché d'extension et de réhabilitation de la crèche. Monsieur le maire soumet à l'approbation de l'Assemblée délibérante un protocole transactionnel en annexe 5 visant à mettre un terme au litige opposant la commune à l'entreprise titulaire du marché d'extension et de réhabilitation de la crèche, les Charpentiers de la Corse, depuis 2018. À la suite de réserves émises lors de la réception des ouvrages et du contentieux ayant conduit à l'ouverture d'une expertise judiciaire, les parties sont parvenues à un accord amiable. Celui-ci prévoit la réalisation sans coût supplémentaire pour la commune de travaux de reprise par l'entreprise, en contrepartie d'une renonciation réciproque et définitive et irrévocable de toute action ou de recours en lien avec le marché. Ce protocole permet de mettre un terme au litige et d'éviter les poursuites et procédures longues et coûteuses et de sécuriser les intérêts de la commune. Il est donc proposé le projet de délibération suivante. Article 1, approuver le protocole transactionnel conclu entre la commune de Roquefort-la-Bédoule, la société Charpentier de la Corse et les autres parties concernées par l'opération de construction et approuver dans les termes annexés et présentés à la présente délibération. Autoriser monsieur le maire à signer le protocole transactionnel ainsi que tout document nécessaire à son exécution. Article 3, dire que la commune renonce dans les conditions prévues par le protocole à toute action de réclamation ou demande relative aux faits ayant donné lieu aux différents objets de transaction. Article 4, préciser que la présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le département publié conformément aux dispositions en vigueur. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 54-2026, actualisation du règlement intérieur des accueils de loisirs sans hébergement. ALSH, rapporteur Diane Lamotte. Merci. Chaque année, les structures d'accueil municipales actualisent leur règlement intérieur. Le règlement intérieur des ACM, accueil collectif de mineurs, est applicable aux structures suivantes: centre municipal de loisirs, péri et extrascolaire, accueil périscolaire, garderie, carrefour jeunes. Cette actualisation, qui rentrera en vigueur dès le 1er septembre 2026, porte sur les points suivants: élargissement des horaires, extension des délais de réservation pour le service extrascolaire. Le conseil municipal doit se prononcer sur les termes du règlement intérieur en annexe 8. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1, approuver le règlement intérieur ALSH annexé. Et des questions? C'est vraiment une petite marge de manœuvre pour les parents, plus qu'autre chose. Il en manque deux. Brigitte et Gilbert. Adopté à l'unanimité. Passage, l'ordre du jour est terminé. Nous allons passer aux questions orales. Donc, Monsieur le maire, le mois dernier, vous avez rencontré le procureur Bessonne au sujet du CLSPD. Pouvez-vous nous indiquer quelles ont été les conclusions de cette rencontre et nous préciser à quelle échéance ce conseil sera enfin mis en place, sachant que cette obligation existe depuis la loi de mai 2021? Sébastien Zoyot va vous répondre. Voilà, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Notre ami Gilbert Carpentier, qui représentait notre commune lors de cette réunion, nous a confirmé combien elle avait été particulièrement intéressante. En effet, M. Nicolas Bessonne, procureur de la République, a non seulement retracé la genèse
de ces conseils locaux de de sécurité et de prévention de la délinquance, le fameux CLSPD, mais il en a détaillé aussi l'importance pour toutes les communes, et notamment celles de moins de 10 000 habitants, puisque jusqu'en 2021, c'était réservé uniquement pour les communes de plus de 10 000 habitants. Il a ainsi présenté les différentes évolutions de la délinquance dans notre département et a insisté sur la nécessité d'installer un CLSPD de partout. C'est une obligation à laquelle nous avons bien l'intention de souscrire, maintenant que la période électorale puis les élections elles-mêmes sont terminées. Nous allons évidemment poursuivre les réflexions que nous avons engagées et développer les démarches que nous avons entreprises pour en installer un à Roquefort-la-Bédoule, comme Monsieur le maire s'y était engagé auprès de nos concitoyens à travers notre programme électoral. De fait, si notre village ne fait pas partie des communes les plus impactées par la délinquance et les incivilités quotidiennes, ce qui est heureux, il n'est pas question pour autant de baisser la garde à quelque niveau que ce soit. Même si des priorités plus urgentes encore s'imposent à nous, nous allons avancer à ce sujet pour assurer une tranquillité maximale dans la vie quotidienne des Bédoulènes et Bédoulins, comme de nos visiteurs. C'est d'ailleurs dans la même logique et la même exigence que nous avons multiplié le nombre de caméras de vidéoprotection, augmenté les effectifs de notre police municipale et renforcé ses moyens pour agir toujours plus efficacement. Elle agit en collaboration constante avec les services de gendarmerie, de justice, que nous tenons à remercier sincèrement et puissamment, à notre nom à tous, pour leur soutien, leur disponibilité et leur présence à nos côtés. Question numéro 2. Les habitants et les commerçants s'interrogent sur l'absence de remise en service des feux tricolores lors des ouvertures de la circulation le week-end sur l'avenue Marius Girardelli. La compétence appartenant à la métropole, quelle démarche la commune a-t-elle entrepris auprès de celle-ci pour demander leur remise en fonctionnement ? Si vous estimez que ces feux ne sont pas nécessaires et que le seul respect du code de la route suffit à garantir la sécurité, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ils ont été installés et maintenus en service jusqu'au début des travaux ? La gestion des feux tricolores sur notre commune est effectivement une compétence métropolitaine. Nous avons décidé d'un accord commun entre la métropole en charge des travaux sur l'avenue Girardelli et nous de maintenir les feux tricolores clignotants à l'occasion des ouvertures de routes pour des raisons qui relèvent de la qualité de vie de nos concitoyens. Ainsi, nous avons demandé ces ouvertures afin que les festivités prévues sur la commune se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité pour tous. C'est pour les mêmes raisons que nous avons souhaité la fermeture de l'avenue Pacifique-Rovaly le 29 mai et 26 juin pour permettre l'organisation des afterworks. Enfin, si l'avenue Fernand Balducci a été fermée le 21 juin à partir du cours d'Estienne d'Orve jusqu'à l'avenue du docteur Michelangeli au niveau de l'Utile, c'était pour garantir une fête de la musique apaisée et réussie. À l'occasion de ces 3 dates, toutes situées en week-end, des déviations ont été mises en place d'un commun accord entre nous et la métropole. Et c'est pour éviter l'engorgement de la commune par des véhicules qui utilisent ces itinéraires que nous avons choisi de maintenir les feux clignotants. Je précise enfin que la fin de la première tranche des travaux sur l'avenue Girardelli sera effective dans 2 jours. Normalement, ils ont fini le goudron aujourd'hui. Demain, ils tracent et après-demain, ils réouvrent définitivement. Pour le jeudi 9 juillet, à cette date, les feux tricolores seront remis en service. Des travaux d'aménagement étaient annoncés à la Maison du Bel Âge dès la fin du mois. Non, c'est ma question. Non, où j'en suis là. Ah ouais. Pardon. Voilà. Donc, effectivement, les feux tricolores seront remis en service. Il n'est pas question de les retirer. Alors, les raisons pour lesquelles nous avons mis les feux en clignotant. Il faut se souvenir que les premiers jours du chantier, les feux qui étaient en fonctionnement normal, ils ne permettaient pas la fluidité des 4 chemins. Les raisons sont simples, c'est que les gens qui sortaient de la traverse
j'ai oublié le nom. Poriol. Fernand Poriol, ne pouvait pas sortir et le bouchon allait jusqu'au rond-point de la ZAC Jérôme. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mettre les feux en clignotant sur la durée totale du chantier, en sachant quand même que le code de la route, de toute façon, l'emporte toujours, puisque les feux sont intégrés dans le code de la route, et il existe la priorité à droite, quoi qu'il en soit. Et les gens, quand ils passent au feu rouge au Roquefort-la-Bédoule, à ce jour, il n'y a pas eu d'accident, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais tout le monde s'en est bien sorti, à part les critiques qui nous arrivent toujours du même endroit. Voilà. Question numéro 3. Des travaux d'aménagement étaient annoncés à la Maison du Bel Âge dès la fin du mois d'avril. À ce jour, aucun chantier n'a débuté. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce retard? Alors, la reconversion tout entière de l'ancien local de la Poste n'était pas prévue au budget prévisionnel 2026. Seules les études de et le désamiantage y étaient inscrits. Ce dernier ne peut évidemment pas être décorrélé de la réalisation de l'ensemble des travaux. Celle-ci est reportée au début de l'année 2027, au plus tôt, sous réserve de son inscription au budget prévisionnel de cette année-là. Je rajouterai simplement que si les travaux ne démarrent pas, c'est qu'aujourd'hui, on a un souci avec de délocalisation de la Maison du Bel Âge, puisque les gens de la Maison du Bel Âge ne veulent pas travailler dans un contexte où ils seraient exposés au désamiantage du bâtiment d'à côté. Donc la question, c'est maintenant entre nous et le département pour essayer de finaliser, trouver un accord, puisque eux, ils nous souhaiteraient qu'on leur loue 150 mètres carrés d'Algeco, enfin de bâtiments modulaires, et sauf que c'est un surcoût, et je pense qu'il y a une autre piste à prendre avec la Maison du Bel Âge de Carnoux, le temps du désamiantage qui devrait durer 3 mois. Question numéro 4. Lors de votre première campagne, puis à nouveau lors de la seconde, vous aviez annoncé l'installation d'une ombrière devant l'entrée de l'école maternelle. Pouvez-vous nous indiquer quand cette promesse, très attendue par les parents, seront enfin concrétisées? L'ombrière que nous avons proposé d'installer à l'école maternelle était effectivement attendue par les parents d'élèves, mais aussi par tous ceux qui fréquentent cet établissement. C'est à juste titre que nous avons envisagé ce projet. Et c'est parce que nous respectons nos engagements que nous le mettrons en œuvre. Mais tous les chantiers ne peuvent pas se dresser en même temps et dans le même espace. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, cette ombrière ne tardera pas à voir le jour pour protéger les uns et les autres du soleil. Tout en sachant quand même, puisque je tiens à le préciser, aujourd'hui, l'école maternelle dispose de 2 entrées et 2 sorties. Depuis le Covid, il y a une entrée qui se fait en bas et une entrée qui se fait en haut. Donc l'ombrière doit être installée sur deux entrées. Et un sujet a été entrepris avec Marjorie ici présente, c'est la désimperméabilisation de la cour de l'école, qui est quand même une priorité pour des raisons de sécurité déjà, puisque les racines des arbres font que ça pose un souci, et deuxièmement pour la qualité de vie de nos enfants. Question numéro 4. Attends, Marc, je peux ajouter juste un truc concernant les ombrières. Dans le projet de désimperméabilisation de l'école, l'entrée, la place qui est métropolitaine et qui est devant l'entrée de la maternelle est prise en compte dans le projet de désimperméabilisation. Voilà. Donc, il ne s'agit pas juste d'une ombrière à poser, c'est aussi une question de désimperméabilisation aussi devant la cour d'école pour apporter plus de fraîcheur et plus de végétalisation. Les arbres plutôt que de la tôle. Pas beau ça? Ça serait plutôt bien. Voilà. Question numéro 4. 5. Êtes-vous informé que certaines invitations adressées par la commune ne sont pas transmises à l'ensemble des élus du conseil municipal? Si tel est le cas, s'agit-il d'un dysfonctionnement administratif que vous entendez corriger ou d'un choix politique assumé? Dans ce dernier cas, comment justifiez-vous une telle pratique au regard du principe d'égalité d'information entre les élus? Et j'ai des exemples que je ne vais pas citer aujourd'hui.
Parce qu'il y en a. Je suppose que j'en connais un, moi. Mais Ah, bon. très bien. Je découvre dans votre question que certaines invitations officielles de notre commune n'auraient pas été transmises à l'ensemble des élus du conseil municipal. Je suis profondément surpris et vais évidemment demander à l'administration de me fournir toutes les explications nécessaires à cette situation s'il était avéré et donner toutes les consignes nécessaires pour y mettre fin. À cet effet, je vous prie de m'indiquer par écrit, dans les tout meilleurs délais, quelles sont les invitations auxquelles vous faites allusion et dont on se serait dispensé de vous les envoyer. Pourriez-vous, par écrit aussi, me donner la liste des élus qui n'auraient pas bénéficié d'invitations auxquelles ils auraient eu légitimement droit? Je ne laisserai passer, en revanche, sans réagir vos propos concernant une pratique contraire au principe d'égalité d'information entre les élus, alors que vous ne disposez encore d'aucune réponse à vos questions, que vous ne fournissez aucun élément concret pour les justifier. En réalité, votre question n'en est pas une. Au contraire, vous vous autorisez à pratiquer des insinuations quant à des attitudes qui restent à démontrer et qui seraient indignes de notre démocratie. Fidèle à vos habitudes, vous vous complaisez à jeter le doute et la suspicion soit sur une administration coupable de dysfonctionnement, soit sur des élus auteurs de choix politiques malvenus. Votre attitude ne vous honore pas, mais ne doutez pas que les réponses ne manqueront pas de vous être apportées. On ne parle pas après les questions. Non, il n'y a pas de... Je vous ai dit par écrit. Non, c'était un complément d'information. Non, c'est quoi l'information? Allez. Vous finissez mal. Je commence. Vous passerez mal l'été. Hein. Bon, vous êtes aussi mauvais que ça. Mais c'est incroyable, ça. Alors là, mais bon. J'ai des réponses Allez, à vous donner. le conseil municipal est terminé. Ouais. La séance est levée. Vous êtes bon. Hein.